Vous écoutez les Digital Doers et avant de lancer l'épisode, une petite info, 76% des recherches locales finissent par une visite en magasin. C'est pas mal, non? Uberall aide justement les marques à transformer ces visites en véritables clients, en simplifiant la gestion de leur visibilité locale et en améliorant leurs résultats en point de vente. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Le cash, donc c'est encore, comme tu l'as dit, 43% en nombre de transactions de paiement. Donc on est passé cette année, je pense, deuxième moyen de paiement en France, alors qu'historiquement, le cash a été resté le premier moyen de paiement sur le territoire national. Il y a une affection réelle pour ce moyen de paiement au sein de la population, parce que je pense qu'il est plébiscité, ce sont les dernières enquêtes par 83% des Français. On n'est pas dans une désaffection, c'est ça le message. Oui, ça a une place patrimoniale et culturelle, quoi. C'est ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Dans un monde où l'on ne paye plus de plus en plus avec son téléphone, sa montre ou en plusieurs fois, un chiffre surprend. 43% des paiements en France se font encore en espèces. Le cash n'est pas un vestige, il reste un pilier de notre quotidien, un symbole de souveraineté et même selon la BCE, une solution de secours à toujours garder sous la main. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Brice Guillochon, directeur général de Brinks France. Brinks, vous le savez peut-être, c'est un acteur historique de la gestion du cash en point de vente, mais aussi une entreprise qui a profondément transformé son métier en y intégrant technologie et data. Et cela interroge, car la gestion du cash dépasse-t-elle la simple question logistique et sécuritaire? Ce moyen de paiement peut-il aussi devenir une source de performance et d'innovation pour les enseignes, au même titre que tous les autres? Avec Brice, nous allons prendre de la hauteur sur ce sujet. Nous commencerons c'est le paysage actuel des paiements et la place du cash à l'intérieur d'eux. Nous aborderons ensuite les contraintes pour les enseignes, mais aussi les enjeux plus larges de souveraineté et de résilience. Nous verrons aussi comment la gestion du cash peut évoluer portée par la tech et la data. Enfin, nous nous projetterons vers l'avenir. À quoi ressemblera le paysage des paiements en 2030? Le futur sera-t-il sans cash ou au contraire plus hybride, plus diversifié? Bref, Brice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Cyril. Merci de me recevoir et de recevoir Brinks ce matin. Voilà pour cette mise en lumière. Je vais me présenter pour commencer. Ouais. Donc moi j'ai un background d'ingénieur en opérations bancaires et financières internationales. J'ai commencé ma carrière. Attends, un background, c'est-à-dire que tu as été formé à ça déjà dès l'université? Tu as fait quoi? C'est ça, exactement. C'était une formation universitaire professionnalisée et professionnalisante, réalisée en partenariat avec des entreprises. C'est une formation qui maintenant a été rebalancée dans les IAE, mais qui délivrait un diplôme d'ingénieur à l'époque.
Ok. Donc une très belle opportunité que j'ai complété après avec un master 2 en opération de management international, voilà, toujours à Caen. C'était un diplôme franco-américain. Je suis normand. T'es normand, voilà. Très bien. Voilà. Et donc en Normandie, forcément, il y a beaucoup de formations franco-américaines. Ouais. Voilà, de fait. Donc du coup, t'as fait une partie de tes études aux États-Unis? J'ai fait une partie de mes études en Angleterre, à Manchester. Ouais. Voilà, où j'ai passé un BA, International Economics and Finance. Et puis globalement, là, t'es diplômé en quelle année? Juste pour qu'on resitue un petit peu. Moi, je suis diplômé en 98. Ok. En 98, et après, je commence ma carrière professionnelle d'abord à la Société Générale comme commercial, où je vendais des solutions de cash pool aux clients américains implantés en Europe. Voilà, et ensuite j'ai Là, t'es dans quel métier? Là, t'es dans le retail? Non. Je suis dans les grandes entreprises clientes de la Société Générale, peu importe le secteur d'activité, mais qui ont une centralisation de trésorerie, en fait, tout simplement. Donc c'est la commercialisation et la mise en place des solutions de cash pool. Et ensuite, j'ai rejoint la société Devoteam en 2000. Voilà, depuis. On en parlait avant l'enregistrement parce que ça nous rappelle des souvenirs communs. Voilà, exactement. Et là, tu rentres dans la tech. Et là, je rentre dans la tech. Voilà, ce sont mes premiers contacts avec le monde. Alors à l'époque, c'est une société de conseil en réseau et télécom. Elle a diversifié son activité depuis, bien entendu. Mais je dois dire que ça a été la partie start-up, si tu veux, de ma carrière. Voilà, je les ai rejoints. J'ai rejoint à travers une société qui s'appelait Citycom. C'était 50 personnes à l'origine. Tu faisais quoi chez Devoteam? Quelle était ta mission? J'étais DAF adjoint. Mais essentiellement en vue de préparer l'introduction en bourse. Donc, c'était une très belle opportunité, si tu veux. Voilà, j'avais 26 ans. Travailler sur une introduction en bourse à cette époque-là, c'était quasiment inespéré. Et ensuite, avec l'argent qui a été levé, donc on s'est lancé dans des projets de rachat un peu. Donc t'as fait du M&A après? Voilà, c'est ça, exactement. M&A, acquisition en Europe, et puis beaucoup de consolidation, centralisation et mise en place de RP. Voilà, toujours une connotation technologique présente. C'était toute la structuration de l'administration du groupe, quoi, en fait. Donc j'ai fait ça 5 ans. Et c'est une boîte de télécom, hein, donc en termes d'évolution de carrière, il y a un moment où forcément c'est plus compliqué parce qu'on peut pas prendre la direction d'un pays, il faut être ingénieur en télécom. Moi, je suis ingénieur en finance, donc c'était pas exactement l'objet pour occuper des postes de direction chez Devoteam, mais c'est pas grave. C'était une super, vraiment très belle expérience. C'était franchement pour moi l'occasion de rencontrer des leaders très inspirants dont j'ai pu apprendre, voilà, très très fortement, puis des entrepreneurs, quoi, des vrais entrepreneurs. On les connaît aujourd'hui, hein, voilà, c'est une grande success story. Donc moi j'ai fait de 50 personnes à 3000 personnes, si tu veux. Ah oui. Voilà, t'as vécu un truc de fou en 5 ans. Donc c'est voilà, en termes d'accélération, c'est quelque chose. Voilà, il faut encaisser la croissance, hein, quand même. Bien. Voilà. Et en même temps, donc ton périmètre, même si tu restes sur les mêmes sujets, mécaniquement, il grossit. Ah oui, de fait, et il s'internationalise. Voilà, pas facile à dire, mais c'est exactement ça, quoi. Hein. Donc c'était 16 pays, je crois, de mémoire à l'époque, et tout ça intégré, en fait. Ouais. Donc sacré chantier qui te fait. Qui te met un pied à l'international, et je pense que ça va contribuer aussi pour la suite de ton expérience professionnelle. C'est ça, exactement. Et après, du coup, j'ai pris le parti de m'orienter vers une autre expérience, en fait, et pris le parti d'aller visiter les grandes entreprises. Voilà, et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai été recruté par General Electric sur la partie financière, la branche GE Capital, voilà. Dont la mission est laquelle? GE Capital, c'était, je suis obligé de dire maintenant, une société de financement, enfin une banque de financement spécialisée pour les entreprises. Ok. D'accord, mais tous les types de financement, c'est-à-dire les financements de flotte d'entreprises, de véhicules. Ouais. Voilà. De la voiture au bateau. Voilà. Exactement, aux avions surtout, à travers les moteurs d'avion chez General Electric, bien sûr, voilà. Les financements d'équipements, toute la partie leasing, d'accord, la facturage.
Ok. Et puis tout ce qui pouvait être loué. Après, j'ai envie de dire. Et puis il y avait aussi la partie financement aux particuliers. Ok, donc tu arrives chez JE pour. Je rentre à travers Facto France. Et là, GE Facto France. Tu fais quoi ? Comme directeur du contrôle de gestion. Voilà. Donc, en termes d'évolution de carrière, c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire que j'abandonne un titre de direction financière pour passer sur un titre de contrôleur de gestion, quoi. Voilà. Mais pour autant, avec un challenge devant moi très intéressant, et puis la perspective d'apprendre beaucoup de General Electric. Là, ton périmètre, il est français ? Il est français. À ce moment-là, il est français. Et puis ensuite, je vais évoluer sur la tarification, sur le business développement. Et après, en fait, il se passe une chose suite à la crise de 2008, c'est que on est recréé un ensemble GE Capital France qui regroupe les 5 banques qui sont localisées à la Défense. Et là, je prends donc ce périmètre-là. Et j'occupe les fonctions de business développement, tarification et contrôle de gestion. Voilà, donc je fais ça pendant 2-3 ans, mais à travers la crise, c'est-à-dire beaucoup de restructuration, beaucoup de plans sociaux, et en même temps je commence un programme interne chez General Electric, un programme d'excellence interne qui m'envoie me former à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, sur d'autres métiers que GE Capital. Okay. Voilà, donc sur là, même les énergies renouvelables, voilà, aux US, et la gouvernance des joint ventures en Chine, à Shanghai, voilà, des expériences qui m'ont beaucoup construit, je dois dire, parce que ça a élargi mon champ de vision. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Très significativement. Une capacité d'adaptation à différentes cultures. Et surtout, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus en toute modestie, hein, mais une capacité à être clairvoyant, à naviguer les environnements, à pas perdre de vue l'objectif final, rester focus et travailler pour délivrer sur les résultats et les attendus. Juste un petit détail, quand je t'entends parler de ce plan d'excellence à l'intérieur de ce grand groupe, et c'est un modèle qui existe dans beaucoup de grands groupes, promouvoir un certain nombre de cadres dirigeants pour les faire évoluer vers le haut. Tu as été habité dans les pays que tu cites, les États-Unis, la Chine, ou est-ce que ça a été des sauts de puce pour comment ça fonctionne ? Non, ce sont des missions en fait. Alors le programme en lui-même se structure avec des formations. C'est comme faire un MBA interne, d'une certaine manière. Des formations internes, donc sur différents sujets. J'ai plus tous les sujets en tête, mais mais c'est juste pour comprendre. Des sujets de management exécutif, quoi. Voilà, un peu classique. Donc une douzaine de formations qui là se passent aux US. Donc là, c'est des sauts de puce. D'accord. Des formations un peu moins sauts de puce dans une grande université qui est Harvard en ce qui me concerne. Ouais. Voilà, bon, pour cocher la case, si j'ose dire, mais particulièrement intéressant, surtout sur la partie clairvoyance. Je pense que ce qui est pas choquant, mais ce qu'on retient d'un passage à Harvard, c'est la qualité intellectuelle de l'enseignement. C'est absolument bluffant. Franchement, la clarté de pensée des enseignants et j'avais jamais connu ça nulle part dans mon parcours. Et puis après, les assignments dans d'autres business, là pour le coup, sont plus longs. Là c'est entre 3 et 6 mois, et donc là je vais habiter sur place, effectivement aux US et en Chine. Ok, merci pour cette précision. Une fois que tu as suivi ce programme, les responsabilités qui sont les tiennes au sein de GE évoluent ? Les responsabilités évoluent. Alors, elles évoluent en parallèle de l'actualité économique. Ouais. D'accord, puisqu'à ce moment-là, GE Capital General Electric décide de céder ou de vendre toutes ses activités financières. À l'époque, GE Capital, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de réseau physique, mais c'est la plus grande banque du monde. C'est ce qu'on appelle
C'est SIFI, c'est-à-dire c'est une société, une banque qui a potentiellement un impact systémique sur l'économie. Donc une charge très très lourde à gérer, des besoins en fonds propres très élevés bien sûr, qui finissent par poser problème en fait à General Electric globalement, qui prend la décision de procéder à la cession. Et donc à ce moment-là, c'est une session à la découpe complète. Comment c'est fait ? C'est ça. C'est comme un carve-out en fait, okay. Basique. Donc il faut isoler les entreprises et préparer le plan de cession et procéder à la vente. Donc là, je remets une casquette FUSAC à ce moment-là. Je vais à Londres et il faut aller vendre ces sociétés. Les unes après les autres, qui sont des mastodontes. On parle de deals de l'ordre de, on va dire, entre 10 et 20 milliards à chaque fois. Donc des grosses opérations. Donc c'est revendu à des banques, à des fonds. C'est revendu à des banques. Voilà, je vais pas citer les banques, mais oui, à des majors, quoi. Voilà, à l'évidence. Et les entreprises que l'on cède sont suffisamment grosses pour permettre aux acquéreurs de changer de taille sur le marché. Et là-dedans, quelle était la suite? Parce qu'une fois que tu as tout vendu, toi, on te vend aussi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une très bonne question. Donc, oui, bien sûr, je signe un contrat au début parce que le plan, c'est que on procède et ensuite, après, l'aventure General Electric s'arrête. C'est juste une évidence, voilà. Donc, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Je veux dire, toute l'équipe de management et toutes les équipes qui travaillent sur les projets ont signé à peu près la même chose. Donc, il y a un enjeu de management certain, parce qu'il faut garder tout le monde motivé. C'est une des grandes forces chez General Electric, parce qu'on a eu une adhésion absolument incroyable de la part du management local à Londres et puis du management dans les pays. Voilà, tout le monde a embrassé le projet. C'était une belle aventure. On s'était donné quand même pour objectif de faire des sessions les plus intelligentes possibles. Ce que je veux dire par là, c'est céder les entreprises. Pas juste des actifs et pénaliser l'emploi. Bon, en même temps, c'était nos anciens ou mes anciens collaborateurs, donc j'avais pas envie qu'il n'ait plus de travail derrière. Donc, beaucoup de travail de présentation pour expliquer la valeur, bien sûr, des actifs, bien sûr, des produits, leur qualité, mais aussi la valeur des gens qui travaillaient chez General Electric et qui allaient être intégrés dans les nouvelles banques, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une belle époque. Bizarrement, parce qu'on pourrait se dire, à la fin, t'as plus de travail, mais non, ça a été une très très belle aventure qui t'a amené remplie de succès et qui m'a donné beaucoup d'exposure aussi, il faut le dire, parce que aller pitcher tout le monde, forcément. On connaît Brice. Voilà, c'était une très belle opportunité professionnelle, même malgré le contexte. Et donc après cette aventure General Electric, Capital, tu arrives chez Brink's. C'est la suite où il y a un court passage par une autre société américaine. Donc à ce moment-là, dans ma carrière, j'ai l'étiquette grande entreprise américaine très fortement apposée sur mon front. J'imagine bien. On peut le dire. Et donc là, je suis recruté. Je pensais me reposer, pour être honnête, parce que ça a été très intense. Finalement, je me suis pas reposé du tout. J'ai redémarré tout de suite dans une autre société américaine qui s'appelle IQVIA. Là, c'est un tout autre secteur d'activité. Donc là, on est dans la collecte, le traitement, l'analyse de données à proprement parler. D'accord. Donc c'est de la data pure et d'analyse de données médicales. D'accord. Pour revendre, au laboratoire comme Sanofi ou voilà. Très belle expérience. Là, ton rôle, il est toujours finance, côté finance. Alors là, je reviens vraiment basé en France à ce moment-là. D'accord. Donc l'idée pour moi, c'est de me réinscrire dans un schéma un peu plus classique, je vais dire. Voilà. Donc je reprends un poste de CFO, je vais dire presque standard. Voilà, pour la filiale française de ce groupe basé à la Défense. Ce groupe, c'est
C'est un mastodonte américain. On le connaît pas, bien sûr, puisque c'est que du B2B et que, en plus, c'est un secteur d'activité qui est pas forcément très visible, mais c'est valorisé, je crois, de quelque chose de l'ordre de 55 milliards. C'est un gros bébé. C'est une grosse boîte. Très data, très data. Un savoir-faire au niveau de la gestion des données et de l'administration de l'entreprise qui est absolument remarquable. Tout dans les systèmes. Tous les systèmes fonctionnent. Pour tous ceux qui regarderont le podcast, c'est un endroit où Workday fonctionne parfaitement, où toutes les données sont propres dans les systèmes. Voilà, je vais faire rêver certaines personnes, mais clairement, c'est ce qui m'a le plus bluffé dans cette entreprise. Et donc je suis resté 2 ans, très belle aventure. Et je suis pas parti parce que ça n'allait pas. Je suis parti parce que j'ai été chassé en fait au bout de 2 ans par un chasseur de tête qui m'a appelé. J'ai décroché. D'habitude je décroche jamais, mais j'ai décroché. Il m'a dit Brice, c'est super, merci de m'avoir répondu. J'ai quelque chose. Il faut vraiment que tu viennes. Faut que je te le propose, que je te l'expose. Je peux pas te dire qui c'est pour l'instant, mais moi, je n'étais pas très motivé, donc je lui dis, écoute, mon agenda est vraiment blindé, donc 6h demain matin. Et il me dit, oui, d'accord. Donc là, je dis, 6h30. Voilà. Et donc, du coup, le lendemain matin, j'y étais et il m'a présenté le job avec une réelle aventure à mener. En fait, et à conduire. Donc, au début, s'associer à ce début de transformation, c'était pour Brink's. Donc, à l'évidence, on connaît la tendance sur l'usage du cash. Donc, on devine vite quel peut être l'enjeu de transformation qu'il y a derrière. Donc, très, très motivant. Il m'explique que l'équipe dirigeante est en train d'être modifiée, qu'ils veulent mettre un nouveau souffle, en fait, dans l'entreprise. Et qu'ils cherchent des profils qui sont habitués à transformer, naviguer des environnements un peu incertains. Et US compatibles. Et avec beaucoup... voilà, US compatibles, bien sûr, et beaucoup de leadership. Voilà, donc là, tu arrives pour prendre un poste de donc DAF. je reprends à peu près la même chose, en fait, direction financière. Sachant que mon style en tant que directeur financier, je pense que ce qui me caractérisait le plus, c'est un business acumen, comme on dit, très très développé, et la capacité à pousser des visions stratégiques, construire des business models du futur, et en faire découler les offres dont on peut avoir besoin opérationnellement, commercialement. Et donc en fait, je déborde le support assez régulièrement, voilà, pour être honnête. Et donc je déborde allègrement le support. Et donc je suis nommé DGA 2 ans après ou quelque chose comme ça. Et là, on lance un grand programme de modernisation de Brink's sur toutes les dimensions de l'entreprise. D'accord. Donc, y compris les offres, on aura l'occasion d'y revenir. Et modernisation interne aussi, modernisation de la gouvernance, voilà. Et une manière différente d'appréhender le métier historique, le repositionnement stratégique complet de l'entreprise. C'est-à-dire qu'auparavant... Attends, tu vas nous justement... Je vais un peu vite. Non, mais tu vas... Attends, on va y revenir peut-être un peu après, mais... Oui. Juste pour avoir la global picture de Brink's, même aujourd'hui, bon, il y a 6 mois, tu prends la direction générale de Brink's c'est ça. Complète. Brink's aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est combien? C'est comment? Parce que en préparant cette émission, je me suis bien rendu compte que l'immense majorité des gens connaît Brink's grâce ou à cause des fourgons qui transportent les fonds dans les rues. Et c'est tout. Tout à fait. Et c'est tout. Mais en fait, c'est pas du tout tout. Donc, allez, première question, il y a combien de salariés en France? Alors, en France, c'est 3400 salariés. 3400 salariés. Donc, 3400 salariés, 52 centres forts répartis sur le territoire national. Donc, les centres forts, il faut y penser comme des petits Fort Knox, hein. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, je peux pas donner le chiffre d'affaires parce qu'on est coté, mais ce que je peux vous dire, c'est que le transport de fonds et le comptage, c'est-à-dire le métier historique auquel tu fais référence,
représente moins de 50% de nos revenus. Ça, c'est hyper important de le souligner. On va revenir dessus. Brinks, c'est une société d'origine américaine, Texas, Austin, c'est ça? Texas, exactement. Hein, de l'époque des diligences. Oui. Non? Si, exactement. Dans le cliché. Brinks a démarré, c'est une carriole avec un cheval qui transporte des valeurs. Voilà. A priori des billets ou de l'or, mais il y a 166 ans maintenant. On va y revenir en filigrane. Aujourd'hui, plus de 50% de ton activité en France, elle est sur la gestion du cash en point de vente. C'est ça. La gestion du cash en point de vente, c'est des aspects de sécurité, de fluidité, de données et de tech. Hein. On va y revenir. Merci pour ta présentation. Je pense que tout le monde connaît un peu mieux Brice maintenant. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on arrive sur les sujets du paiement, parce que je l'ai vaguement dit en préambule. Les paiements aujourd'hui sont majoritairement digitaux, enfin pas cash, mais c'est, selon la Banque de France, 43% des transactions qui restent en cash. Donc, c'est-à-dire qu'en nombre de transactions, il y a encore une part très significative du cash qui est utilisé. Et en valeur, c'est moins. Mais ça veut dire qu'en fait, on peut pas l'ignorer. On parle beaucoup des wallets, hein, du téléphone, même de la montre. Hein, il y en a, on les voit appuyer la montre contre les TPE. Ça évolue comment, le cash ? Alors, et peut-être qu'un jour on pourra payer avec son empreinte digitale. Hein, voilà. Donc, le cash, donc c'est encore, comme tu l'as dit, 43% en nombre de transactions de paiement en France. En valeur, c'est à peu près 34%. Donc on est passé cette année, je pense, deuxième moyen de paiement en France, alors qu'historiquement, le cash a été resté le premier moyen de paiement sur le territoire national. Il y a une affection réelle pour ce moyen de paiement en France au sein de la population, parce que je pense qu'il est plébiscité, ce sont les dernières enquêtes par 83% des Français. Donc il n'est pas... on n'est pas dans une désaffection. C'est ça le message. Oui, ça a une place patrimoniale et culturelle, quoi. C'est ça, exactement. Après, les moyens de paiement évoluent, c'est normal. Le digital prend sa place, c'est tout à fait normal. Je pense que il y a eu une petite tendance pendant les premières années où les moyens de paiement digitaux ont vraiment commencé à émerger, pour les acteurs du secteur, à vouloir défendre le cash. Je pense que c'est pas le bon positionnement, honnêtement. Il faut voir ça comme on est complémentaires. On est complémentaires. Évidemment, la part était tellement, le poids du cash était tellement prépondérant dans la société qu'on ne peut que baisser. C'est juste logique. On va pas aller dans l'autre direction. Enfin, voilà, ce serait absurde de se dire qu'on va aller dans l'autre sens. Par contre, il y a des changements sociétaux qui s'opèrent. Enfin, le sujet est sociétal déjà à la base. D'accord. Est-ce qu'il est aussi générationnel ? Alors, c'est une bonne question. Donc nous, on fait des enquêtes marketing sur le sujet, bien sûr. On a souvent tendance à associer le cash avec les personnes âgées. Mais pas parce qu'elles sont âgées, en fait. Pourquoi on a parce tendance à qu'elles le ont faire ? l'habitude. Eh ben parce que c'est quelque chose historique, avec un moyen de paiement historique avec lequel elles ont été habituées à vivre. Exactement. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des petites nuances. Par exemple, au sein de la population étudiante, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent avec du cash. D'accord. Donc ça dépend un peu plus, je dirais, les gens avancent en âge, changent de statut et changent leur mode de paiement aussi en grandissant et en évoluant dans leur vie. Les étudiants l'utilisent parce que pour les étudiants, 1 euro, c'est 1 euro. Et je sais pas si tu connais cette méthode de gestion de son argent mensuel qui s'appelle du cash stuffing. Je sais pas si tu as vu ça, mais ça a été la tendance numéro 1 sur TikTok, après Covid d'ailleurs, c'était assez drôle, qui consiste à gérer son budget avec des enveloppes, mettre des billets dans des enveloppes pour être sûr de pas dépenser plus. Ah oui.
que ce qu'on a prévu sur chaque type de dépense. D'accord. Et donc ça, c'est une vraie pratique. Je veux dire, encore une fois, ça a été numéro 1 sur TikTok. Donc c'est pas, j'en ai pas fait la pub. C'est pas l'objet pour moi, mais c'est juste savoir que ça existe en fait. Voilà. Et donc tous les gens qui doivent gérer au plus serré leur budget ont tendance à avoir recours au cash simplement parce que on réalise mieux ce qu'on dépense. On prend plus conscience de ce qu'on dépense et quand il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Ouais. Alors que le moyen digital de paiement, lui, quelque part autorise aller au découvert. Voilà, exactement. Et pour un étudiant, un découvert, ça peut sembler bête, mais 12 € de frais sur le compte en banque, c'est une soirée qui s'en va. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas envie que la soirée s'en aille, ils font attention. Et après, quand ils changent de statut dans leur vie et qu'ils commencent à travailler, il n'y a aucun doute, bien sûr, c'est plus convenient d'utiliser un moyen de paiement digital. Il n'y a pas d'objet. Mais tout ça pour dire que c'est pas forcément générationnel. Et est-ce qu'il y a une dimension géographique à l'utilisation du cash ? Je pense que l'adoption des nouvelles technologies est plus forte dans les villes, que dans les milieux ruraux, définitivement. Sinon, clairement, on serait pas à 43% des paiements réalisés en cash toujours aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Mais c'est hyper important ce que tu dis parce que on en parlait entre autres à l'occasion de la NRF. On est dans un microcosme quand même. C'est-à-dire que à titre personnel, je n'utilise jamais le cash. Non. Je dois retirer 3 ou 4 fois par an du cash dans un distributeur. Oui. Sinon, ce ne sont que des moyens digitaux. Et donc, on perd de vue cette réalité qu'en dehors des grandes villes, c'est-à-dire dans l'immense majorité du territoire français, le cash est encore très utilisé, puisque 43%, c'est pas une transaction sur 2, mais enfin, c'est pas loin, quoi. Non, et 52 centres forts répartis sur tout le territoire. C'est ça. Donc et c'est pas à Paris qu'on en a le plus. Voilà, donc ça illustre le propos, quoi, clairement. Et puis il y a une dimension inclusion aussi très forte, très très forte. On oublie parce que dans les grandes villes, c'est pas forcément là qu'on est le plus concerné, mais en France, il y a encore, je crois que c'est 4,1 millions de personnes qui sont considérées comme étant faibles financièrement. D'accord. Et donc, ce sont des personnes auxquelles les banques donnent pas forcément une carte bleue. Non, mais bien sûr. Et ces personnes-là ont besoin d'acheter à manger. Mais bien sûr. Et puis il y a tous ceux qui sont interdits bancaires. Exactement. Il y a. C'est 5% de la population déjà. Rien que ça. C'est énorme. C'est beaucoup. Donc, si on y réfléchit à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Les 5% qui ont besoin du cash, et puis peut-être 5-10% qui ont besoin de faire attention à leur budget, et puis ainsi de suite. Si on remonte la chaîne, on arrive à un socle en fait assez dur qui correspondra ou correspondrait peut-être au niveau minimum de cash qui devra rester dans le pays à terme. Voilà, donc je sais pas dire moi si 43% c'est on est à un niveau d'équilibre ou pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui. Mais tu pressens que c'est peut-être qu'on n'y est peut-être pas loin quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est encore une fois, donc c'est à la fois sociétal et puis dépendant aussi du contexte géopolitique, macroéconomique. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde le voit dans la presse. Il y a une forme de changement de position vis-à-vis du cash qui est en train de s'opérer. De la part des instances gouvernementales, de la BCE, parce que on a des problèmes de souveraineté et de résilience, notamment en matière de moyens de paiement. Oui, non, parce que très clairement, en fait, tu coupes l'électricité, tu coupes des flux de données, tu ne peux plus payer avec des moyens digitaux et le cash reste là. Voilà, je crois que c'est quoi ? C'est 2 ou 3 jours de paiement en réserve que la BCE recommande d'avoir en cash à la maison, un truc qui ressemble à ça, c'est ça. Mais c'est assez récent, c'est fin septembre que la BCE, fin de septembre 2025 que la BCE nous dit qu'il faudrait garder un minimum de réserve cash chez soi pour survivre un minimum de temps. C'est ça. Et les expériences récentes, en fait, ont mis en lumière
c'est cette évidence en fait, mais c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, les coupures d'électricité qui ont eu lieu, il n'y a plus que le cash qui a fonctionné. Mayotte, pareil. Et puis on peut pas ignorer le contexte géopolitique, la guerre sur le sol européen. Voilà, tout ça, ce sont des préoccupations fortes du gouvernement et des gouvernements européens en ce moment, et également, pour revenir sur une dimension plus tech, la donnée elle-même. Les opérateurs des moyens de paiement aujourd'hui sont des géants américains. Il y a deux gros schemes, Visa et Mastercard, qui sont bien américains. Et voilà. Donc c'est pas pour être médisant sur ce sujet-là. Hein. C'est juste qu'en matière de souveraineté, ça pose question. Le billet, il existe, quoi. Hein. Le billet, il est bien là. Et c'est voilà, et il est, on peut pas dire national parce qu'il est européen maintenant, mais il est européen. Voilà. Donc entre les préoccupations en matière de résilience, les problématiques qui peuvent s'opposer d'ailleurs sur la fourniture d'électricité, même juste à proprement parler en ce moment, on commence à voir fleurir des articles autour de attention, l'intelligence artificielle consomme tellement d'électricité que est-ce qu'on va avoir assez d'électricité tout court? Voilà. Des défaillances aussi sur les moyens de paiement digitaux, puisque c'est normal, comme les autres moyens comme tout dans ce bas monde, il y a des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, qu'il y a une défaillance simplement dans la capacité à pouvoir payer, pour les retailers qui nous regardent, ils connaissent le problème par cœur. Hein. Pour eux, ça se traduit. Si on peut pas payer en caisse, les chariots sont abandonnés. Hein. Donc, c'est hyper du chiffre important. d'affaires directement. Donc, eux aussi ont une problématique de résilience en ligne de caisse qui commence à voir le jour. On va y venir. Il y a un point que je voulais également soulever, c'est que il y a un aspect confidentiel dans l'utilisation du cash. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu payes avec du cash, on ne sait pas qui t'es. Oui. Et c'est là où je dis aussi le discours est un peu en train de changer. Un paiement en cash, c'est pas un paiement sale. C'est pas du blanchiment, on est bien d'accord. Je veux dire que si moi je vais retirer de l'argent au distributeur et que je vais payer un café dans la foulée, mon argent, a priori, j'ose croire qu'il n'est pas sale. Je veux dire, c'est mon salaire qui a été versé sur mon compte. J'ai retiré un billet bien sûr. De mon compte et je suis allé payer un café. Donc, et ça, c'est la grande majorité des paiements qui sont opérés en cash. De façon tout à fait normale et traditionnelle. Et effectivement, quand on fait ça, on n'est pas en train d'essayer de cacher ce qu'on a fait. Non. C'est juste normal. Mais c'est une des caractéristiques du billet de banque, la confidentialité. La Banque de France, avec qui on échange régulièrement, quand elle essaye de construire des nouveaux moyens de paiement, c'est aussi un des sujets qu'elle essaye d'aborder. C'est pas facile avec le digital, puisque construire un produit digital qui pourrait garantir la confidentialité, c'est quasi impossible, puisque la donnée, on reviendra sur la donnée qui nous sert, nous, à nous moderniser chez Brink's, mais la donnée est traçable, de fait. Forcément. Voilà. Donc, c'est intrinsèque. Donc, ce sont des vraies questions. Donc, ils essayent d'imaginer des produits en ce moment. L'euro numérique ne répondrait pas. Je sais pas si tu veux parler de l'euro numérique. C'était ce que j'allais te poser comme question. Les innovations dans la Banque de France ou la BCE, c'est autour de l'euro numérique. L'euro numérique ne répondrait pas à cette problématique. Alors, je peux parler de l'euro numérique. L'euro numérique, c'est un sujet éminemment complexe et un des points de blocage réside dans justement la traçabilité de la donnée. C'est-à-dire que à partir du moment où une banque centrale émettrait une monnaie numérique, il faut l'envoyer. Et donc pour l'envoyer, il faut la mettre sur un compte. Et donc, on commence à tracer dès ce moment-là. Mais surtout, il faut tenir le compte. Et la tenue du compte, ça reviendrait à mettre les banques centrales dans une position de banque commerciale. Mmh. Et là, c'est dogmatique, carrément. Déjà, les banques commerciales sont pas fans que les banques centrales deviennent commerciales, prennent les dépôts que eux ont aujourd'hui. C'est un problème, très clairement. Légitime. Et puis les banques centrales sont pas fans de l'idée de devoir... Elles sont régulateurs.
Oui, il faut pas mélanger les rôles. Voilà, donc ce sujet est complexe de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Et donc l'idée que cet euro numérique pourrait rentrer dans l'économie pour aller payer les paiements du quotidien est vraiment très compliquée. C'est-à-dire la Banque centrale d'Angleterre a fait marche arrière sur le projet. La Banque de France, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'envisage plutôt pour des transactions B2B que pour des transactions B2C. Bon, il y a encore du chemin à parcourir. Et on voit bien que ça remplace pas le cash. Il y a pas, et de toute façon, la BCE a affirmé que si ça devait voir le jour, ce serait complémentaire au cash. Ouais, ça viendra jamais le remplacer. C'est pas pour le remplacer. Ils sont très soucieux, encore une fois, des problèmes de souveraineté et de résilience des moyens de paiement en Europe. Ouais, c'est son rôle. Tout à fait. Clairement, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle en faisant ça. Mais tu as commencé à en parler parce que là, on a fait un focus sur le consommateur finalement et la gestion du cash. Enfin, ça nous a parlé à tous les auditeurs se sont reconnus, j'imagine, dans l'expérience qu'ils ont ou pas avec le cash. Bon, bref, ça parle à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un billet ou une pièce, tout le monde le sait, c'est facile à comprendre. Côté retailer, c'est-à-dire en fait ceux qui vont être qui vont encaisser les acquéreurs entre guillemets de la monnaie fiduciaire. Vous prononcez ce mot monnaie fiduciaire parce que on le prononce plus, mais c'est ce qui décrit les billets, les pièces, ce qui est tangible physiquement. C'est lourd, a priori, pour eux, à gérer ça. Parce que la donnée, c'est léger. La donnée, c'est léger. La donnée, ça réconcilie comptablement. La donnée, ça marche tout seul. Beaucoup d'avantages pour les retailers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce moyen de paiement est pas gratuit. Parce que il présente des avantages en matière de gestion évidents, quoi, pour les retailers. L'idée chez Brink's, justement, c'est d'améliorer ce parcours pour les retailers et de digitaliser l'information du paiement. Pour bien comprendre ce que l'approche qui est la vôtre, c'est quoi la réalité terrain de façon factuelle. D'accord. Pour un retailer? Parce que même si on comprend, nous, consommateurs, qu'il y a des billets qui arrivent dans des caisses et que ces caisses-là, après, on les voit dans les supermarchés, elles sont transportées, on ne sait pas très bien, nous, on imagine, dans un coffre-fort. Puis après, en fait, on voit les fourgons blindés, mais en fait, on ne sait pas vraiment. Parce que c'est plus que ça. C'est quoi cette réalité côté retailer? Alors, côté retailer, on va prendre l'exemple, on va suivre un billet, ça va être plus simple. D'accord. Un retailer, lui, le matin, il va appeler Brink's, il va commander de l'argent, c'est une matière première, d'accord, pour faire ses fonds de caisse, d'accord. Donc il appelle. Le camion fonds de caisse, c'est la monnaie suffisamment, en quantité suffisante pour rendre la monnaie quand il y a un paiement qui est fait. C'est ça, exactement. Donc il appelle, le camion blindé vient, d'accord. Il lui remet. Livre l'argent. Pendant la journée, donc là il y a une manipulation, bien sûr, sécurisée pour la remise de l'argent. Soit on remet dans un coffre-fort. Soit on remet directement en fonction de l'équipement dont dispose le retailer. Ensuite, la journée de commerçante va se dérouler. Les passages en caisse vont se multiplier. Les hôtes de caisse vont rendre la monnaie. Et à un moment, la caisse va être pleine, souvent au milieu de la journée, mettons. Voilà. À ce moment-là, la plupart du temps, il y a un personnel de sécurité qui passe auprès des caisses, qui on les voit, on les voit très bien, supermarché, et qui c'est généralement pas des petits voilà exactement, qui va venir prendre une partie de la caisse, sachant qu'il faut avoir compté avant déjà combien on remet à cette personne-là. C'est-à-dire que la caissière ou le caissier va avoir compté et dire je remets dans l'enveloppe X centaines d'euros. La personne repart, en principe dans l'arrière-boutique, va déposer dans un coffre-fort, d'accord. Et puis, la journée va continuer à s'écouler. À la fin de la journée, la caissière va, on connaît tous l'expression, faire sa caisse, d'accord.
Et puis emmener, on les voit partir maintenant un bac, d'accord, un petit bac noir. Hein, c'est ça, une espèce de boîte noire, clé, ouais. Voilà, exactement. Sécurisée, et l'amener également dans l'arrière-boutique et la mettre dans un coffre, d'accord. Et puis Brinks va repasser. Il y a un plan de tournée qui est établi quand on signe le contrat avec un commerçant, 1 fois, 2 fois par semaine. Prendre l'argent, emmener l'argent dans un centre fort dont je parlais tout à l'heure, compter l'argent, d'accord, et envoyer l'information de ce qui a été compté à la banque du commerçant pour pouvoir créditer le compte. Eh ben, c'est des flux qui sont complexes. Ce sont des flux complexes. Sachant que là, j'ai pas abordé non plus l'étape interne pour le retailer de réconciliation, parce qu'il compte l'argent, bien sûr, c'est son argent, en caisse et en banque et en back office. Ah oui, en déjà, back office. Où là, bien sûr, c'est souvent pas exactement le même montant. Pardon. Et ensuite, le rapprochement avec ce qui est crédité sur le compte bancaire. Non, mais là, on mesure à quel point, finalement, effectivement, ça impose un temps de travail important pour le retailer, une prise de risque. Et voilà, exactement. Et sachant que la deuxième journée, je t'ai dit, le camion de la Brinks, il repasse pas tous les jours, hein, il passe 1 à 2 fois par semaine. Donc pour la deuxième journée, le retailer doit aller dans son coffre, dans le back-office, et préparer les nouveaux fonds de caisse pour la nouvelle journée qui démarre. D'accord ? Là-dedans, la tech et la data, qu'est-ce qu'elle vient résoudre ? Comment elle vient résoudre, ou améliorer, fluidifier, finalement, ce processus que tu viens de décrire ? Donc ça c'est justement l'objet d'un pan des nouvelles offres que nous proposons. On propose donc ce qu'on appelle des solutions back-office et front-office. Il faut bien distinguer les deux parce que les implications sont pas tout à fait les mêmes. Front, c'est côté caisse. C'est du paiement en caisse, d'accord, comme on peut le voir chez le boulanger aujourd'hui, par exemple. Hein, c'est les petites machines qui acceptent les billets et rendent la monnaie. C'est-à-dire que c'est plus le boulanger qui encaisse, c'est nous, consommateurs, qui mettons ou une pièce ou un billet dans une machine qui se trouve devant nous, machine qui nous rend la monnaie automatiquement. Voilà. Ce qu'il faut donc. Sous chacune de ces machines, et je vais revenir à la partie back-office, sous chacune de ces machines, il y a un coffre. Le métier de base n'a pas changé, d'accord ? Ça, c'est la sécurisation des fonds. Mais par contre, ce sont des coffres intelligents. C'est ça la grande innovation. Ouais. C'est-à-dire que intelligent, ça veut dire qu'il capture la donnée. Donc la donnée, c'est-à-dire qu'il compte. La donnée, c'est-à-dire qu'il compte et il capture la donnée. Et on a 2 offres là. On a back-office et front-office. Pour la partie back-office, on adresse une partie de ce processus que je viens de te décrire. C'est-à-dire que là, le retailer va emmener en back-office la caisse, la verser billets, pièces dans la machine, donc qui est un coffre intelligent avec une compteuse dessus. Et donc là, la compteuse va capturer l'information, la data à proprement parler de combien il y a combien, d'accord ? À noter au passage que du coup, l'argent est compté par Brinks, puisque c'est nous qui louons l'équipement. Après, nous, on peut interfacer du coup cette donnée directement avec la banque du retailer pour envoyer l'information du crédit du compte. D'accord ? C'est hyper important ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, il y a un côté quasi immédiat, c'est un peu exagéré, c'est pas immédiat, et c'est à J+1 ou J+2, mais enfin, en fonction de la relation que tu as avec ta banque, mais globalement, à partir du moment où la collecte des caisses est comptabilisée et donc collectée, parce que ce sont deux étapes qui sont liées l'une à l'autre, vous avez la capacité, parce que ce sont des coffres dits intelligents, d'envoyer la donnée à la banque. C'est là où il y a un flux, finalement. Il y a un flux énorme qu'on envoie à travers notre établissement de paiement Brinks Payment Services. Donc c'est un flux interbancaire à proprement parler. L'établissement de paiement aujourd'hui traite un peu plus de 100 milliards de flux. Donc c'est gros.
Et on a la dimension industrielle pour le faire. Hein. Donc, et on le fait d'ailleurs. Ça, c'est la partie back-office. Sur la partie front-office, j'aurais tendance à dire c'est encore mieux parce que on peut capturer la data. Donc, c'est le même mécanisme, même principe, hein, c'est-à-dire le paiement, le logiciel de la compteuse capture la donnée. Et donc là, elle est de fait réconciliée avec le back-office et on peut la transmettre tout de suite à la banque. Et de ce point de vue-là, le cash devient un moyen de paiement pour le retailer. D'accord ? Là, je ne parle pas de l'expérience client, pour le retailer, mais pour le retailer, dont la fluidité commence à se rapprocher de ce qu'est celle des moyens de paiement digitaux. Oui, c'est ça. Donc en fait, le cash est un des moyens de paiement parmi tant d'autres. On parle souvent des digitaux, mais finalement, il est bien tangible et bien réel. Et comme tu viens de le dire, parce que la réconciliation, c'est quand même très important de façon générale. Mais là, c'est la réconciliation du cash et c'est la réconciliation des différents moyens de paiement. C'est-à-dire que à partir du moment où très rapidement la ligne de ton chiffre d'affaires en cash vient s'agrémenter sur ton compte en banque et que tu as celle à côté du paiement par carte, faire la réconciliation globale de tes paiements est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus simple. Et rapide. Sachant qu'on travaille en ce moment à développer des solutions de paiement en caisse qui pourraient intégrer les données également des autres moyens de paiement avec le cash pour permettre au retailer d'avoir un seul reporting, c'est-à-dire son chiffre d'affaires complet, live. Voilà. Ouais. Hyper important de le souligner. Cette réalité, elle se déploie massivement. Est-ce qu'elle est aussi vraie pour tous les types de retail, le supermarché ou l'indépendant ou je sais pas, un petit réseau de franchisés Alors, aujourd'hui, on travaille avec toutes les tailles de retailers. D'accord. On est présent dans toutes les grandes enseignes. On a 8500 solutions installées sur le territoire. Et notamment dans des grandes franchises, même très jeunes d'ailleurs. C'est marrant parce que leurs clients sont des jeunes, des franchises de vêtements de sport ou des choses comme ça qui vendent essentiellement des baskets, voilà. Ils ont du paiement en cash eux aussi, pour reboucler avec le premier sujet qu'on évoquait au début. Et bien sûr, ils sont assez friands de ces solutions. Pour l'instant, on a surtout poussé les solutions back-office. Et là, on va accélérer sur les solutions front-office qui, il nous semble, présentent cette caractéristique d'offrir aux retailers une forme d'externalisation complète de la gestion du cash, depuis le paiement sur la ligne de caisse. Et ça, c'est un élément important, en fait. C'est quelque chose qu'on a développé pour nos clients bancaires, pour la gestion des distributeurs automatiques de billets, c'est-à-dire que une grande banque qui a signé avec nous aujourd'hui ne gère outsourcer, comme on dit, intégralement la gestion des distributeurs automatiques. Oui, parce que ça, c'est une dimension qu'on n'a pas encore évoquée. On n'y a pas touché, mais c'est le même concept. C'est-à-dire qu'il ne s'en occupe plus du tout. C'est nous qui assurons la gestion. On pourra revenir un peu dans le détail, parce qu'il y a un élément de cash forecasting dedans aussi, c'est-à-dire d'estimation à travers des algorithmes des besoins dont on va avoir besoin sur chacun des distributeurs de billets. On peut tout à fait le transposer dans chaque magasin. En fonction de l'algorithme, lui, travaille le niveau de flux qu'il y a habituellement. Alors là, ce serait un point de vente, mettons, pour les retailers. Et il va calculer, il va dire, c'est tel jour que le camion Brinks doit passer pour apporter de l'argent, ou tel jour qu'il doit y aller pour vider le coffre. Et le retailer ne s'en occuperait plus. Ouais, parce que attends, je fais juste un point là-dessus, c'est en t'écoutant parler, finalement, vous gérez les DAB,
ATM, comme on dit en anglais, les distributeurs, vous avez vos propres, et vous les placez chez les retailers. En fait, quand on va... ça c'est une autre dimension, oui, encore. On fait beaucoup de choses, c'est vrai. Non, mais alors, attends, je pensais que c'était à ça dont tu... Non, là, je parlais des distributeurs, des DAB, vraiment bancaires. Bancaires. Ceux qui sont collés à dans une les agence, dans les agences bancaires. Agences, voilà, exactement. Oui, parce que aussi, vous avez la gestion en point de vente de distributeurs de billets. Voilà, on propose effectivement une offre qui consiste à installer un distributeur automatique de billets indépendant, donc Brinks, là en l'occurrence, chez les retailers, pour permettre à leurs clients de pouvoir retirer de l'argent quand ils sont dans le magasin. Et accessoirement, c'est aussi une destination. C'est-à-dire que comme il y a des lockers Vinted, Mondial Relais chez Franprix, c'est ça. On a aussi un distributeur, quoi. C'est ça, exactement. Avec différentes formules en fonction différentes offres en fonction du niveau de trafic qu'il peut y avoir dans le magasin et du nombre de retraits qu'on peut estimer sur le distributeur. Mais on peut aller jusqu'à des offres qui sont gagnant-gagnant avec le retailer. C'est-à-dire que il gagne aussi de l'argent à installer le distributeur. Ça lui coûte pas d'argent. Ça lui coûte pas. Justement, si on fait un petit exercice de prospective en conclusion de notre échange, 2030 ou 35, il en est où le cash ? Est-ce que il s'éteint doucement ? Est-ce que, en fait, on est dans un modèle hybride ? Comment tu perçois les choses ? Alors, il s'éteint, non. Et la Banque de France nous l'a dit très clairement. Donc là, je retransmets les propos. Il s'éteint pas. L'accessibilité au cash reste un sujet. Les principales banques commerciales annoncent la réduction de leur réseau physique, la réduction du nombre d'agences, la concentration de leur nombre de distributeurs en agences, mais les deux vont de pair, bien entendu, avec la diminution des réseaux. Je pense que le rythme d'ici 2030 va s'accélérer terriblement par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Je pense que historiquement, il y avait 0,6%, si nos calculs sont exacts, du parc de distributeurs de billets qui s'érodait en moyenne chaque année, et à peu près le même rythme pour les fermetures d'agences de banques commerciales. À mon avis, ça va aller 4 fois plus vite dans les 4-5 années qui sont devant nous. Donc le paysage va changer. C'est-à-dire que l'accessibilité au cash il va falloir trouver d'autres points. Elle va être moins évidente. Voilà, exactement. Et nous, on va accélérer sur ce sujet-là. Clairement. On va s'installer. On a commencé, pour être honnête. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas une compétition. C'est juste en miroir de l'évolution des réseaux bancaires. On a commencé à le faire. Aujourd'hui, on a un tout petit peu moins. J'aurais aimé pouvoir te dire 1000, mais c'est pas vrai. On n'en a pas 1000. On en a un tout petit peu moins de 1000. On en a 927, je crois, hier. Distributeurs de billets indépendants installés soit dans des communes, donc ça on le voit régulièrement dans la presse, et on le sait qu'il y a une demande, pour revenir sur ton point initial, dans les ruralités, il y a une vraie demande en dehors des grandes villes mais même dans des grandes villes en fait, pour installer des distributeurs de billets. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais aujourd'hui dans des petites villes un peu isolées, j'avais un maire l'autre fois qui me disait il faut absolument un distributeur de billets parce que ça me coûte de pas en avoir. Il est obligé d'organiser des navettes pour emmener les gens d'une ville à l'autre pour aller retirer de l'argent. Et ça fait vivre le tissu économique local. Oui, bien sûr, ça a beaucoup de vertus en matière de. Non, mais qui sont tout à fait. Qui sont bien là. Mais c'est profondément sociétal et économique. Il y a un vrai sujet. Donc on en a dans les communes, à travers les mairies, et puis également en partenariat avec des gros retailers où on installe, on les voit dans les galeries marchandes quand on va faire voilà. Et la seule vraie différence, je reviens sur ce que tu disais au tout début, on connaît Brinks parce que le nom est sur les camions.
Bon, maintenant, on va voir le nom de Brink's sur les distributeurs aussi. Oui, mais on commence à le voir déjà. Voilà. On commence à le voir déjà. Et 1000, c'est pas un petit chiffre. Hein. Il faut avoir en tête que en France, il y a 40 000 distributeurs de billets. Ah oui. D'accord. On en gère, aujourd'hui directement en propre à peu près 11 000 qu'on a racheté notamment à cette banque. Et puis on fait les opérations de maintenance et d'alimentation des distributeurs pour 17 000 billets. Donc aujourd'hui, on est propriétaire déjà de 25% du parc des automates en France. Voilà. Et on en opère un gros tiers, quoi. Ouais. Donc oui, c'est un acteur majeur de la gestion du cash. Sachant que DAB, c'est obligatoirement de la donnée. C'est toutes les transactions sur les distributeurs de billets et tous les interfaçages avec les banques dans lesquelles ils sont. Et toutes les connexions avec leur système d'information. Donc là, on est vraiment sur une dimension infogérance très très forte. Ça, c'est l'autre pan de notre développement qu'on opère à travers une société qui s'appelle Brink's Process Outsourcing. Pour le coup, c'est une autre. C'est pas Brink's Payment Services, mais c'est Brink's Process Outsourcing, mais qui gère et opère aujourd'hui à proprement parler un quart du parc de distributeurs en France. Eh ben, écoute, merci pour cette précision, en fait, qui vient raconter beaucoup. Enfin, je sais pas si tu t'en es conscient, mais le fait que tu nous dises ça en conclusion de notre échange, ça remet bien les choses dans leur contexte. Il y a besoin de commerce de proximité, mais aussi de moyens de paiement de proximité. Et quelque part, le cash vient servir cette réalité dans l'ensemble du territoire français, que finalement, plus que jamais, le cash, c'est pas un vestige de quelque chose qui reste. C'est une réalité avec laquelle les consommateurs et les retailers composent plus que jamais. Et oui, on entend surtout parler des moyens de paiement digitaux, mais le cash est une des facettes des différents moyens de paiement qui existent dans le paysage français. Oui, définitivement. Et il est complémentaire. Moi, je tiens vraiment à souligner l'aspect complémentaire. Je pense sincèrement que tous les moyens de paiement sont complémentaires. Ils répondent à des besoins d'usage différents, des préférences, et c'est tout à fait logique. Mais pour moi, il n'y a pas d'opposition. Où se situera le point d'équilibre ? Je ne sais pas te répondre encore. On verra. Ce qui est clair pour nous, c'est que le gâteau a tendance à se rétrécir, voilà, c'est logique. Mais nous, on multiplie les points d'intervention dans le gâteau. Il reste gros encore, on l'a dit. Il y a quand même, on ne sait pas l'évaluer, mais plusieurs centaines de milliards de paiements opérés chaque année en France en cash. Nous, on multiplie les points d'intervention, ce qui nous permet à nous d'avoir une dynamique de croissance dans un gâteau, même s'il se réduit, c'est pas antinomique. Le tout, c'est qu'on l'intègre bien. C'est presque psychologique. Avant, c'était le moyen de paiement prédominant. Il faut qu'il accepte qu'il n'est plus le moyen de paiement prédominant, qu'il fasse son chemin et qu'il s'intègre dans l'univers des paiements avec les autres. Donc voilà, on y travaille avec plutôt du succès, je dois dire. Donc ça, c'est la grande satisfaction. Par contre, au vu de ce que je te disais avant, il va falloir accélérer sérieusement en France pour accompagner cette mutation, quoi. Voilà, parce que ça va aller plus vite. Justement, pour accélérer, Brink's est là. Si on veut rentrer en contact avec toi, Brice, LinkedIn, j'imagine que c'est le moyen le plus simple. Le plus simple. Si jamais vous rencontrez des difficultés, moi, je suis toujours présent pour faciliter la mise en relation. Donc, vous pouvez aussi passer par moi. Je vous invite à vous rendre sur le site de Brink's si vous souhaitez en savoir davantage sur tout ça. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Bref, abonnez-vous. C'est comme ça que vous serez tenu informé des dernières nouveautés. Merci encore pour votre fidélité. Brice, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Je te dis à très bientôt. Très sympathique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.